Bien, bonjour à tous. Petite vidéo pour la correction de l'étude de cas sur l'agglomération parisienne, le devis d'un Français sur 6. Je vais vous lire la petite introduction. Donc sur le manuel, c'est la page 378. L'agglomération parisienne est de loin la plus peuplée de France, et après le Brexit, elle devrait être la seule mégapole, ville de plus de 10 millions d'habitants de l'Union européenne. C'est aussi une métropole qui concentre de nombreux emplois, ses habitants sont très mobiles tant pour le travail que pour les loisirs. Mais cette région très riche est aussi la plus inégalitaire du pays. Certains quartiers concentrent la richesse, tandis que dans d'autres, une partie de la population connaît une grande pauvreté. Comment les inégalités se manifestent-elles dans la première agglomération du pays? Dans un premier temps, donc la première question, on nous demande de voir la place de Paris et de sa région au niveau démographique grâce au document 1. Donc sur le document 1, on a des graphiques en bâton qui nous permettent de voir la population des principales unités aires et urbaines du pays, ainsi que les premières régions françaises. Les chiffres sont exprimés en millions et la source, donc ça vient de l'INSEE et de l'INED en 2015 et 2018. On vous redonne la définition d'unité urbaine et d'aire urbaine en dessous. Donc une unité urbaine, ça va être la zone qui va être construite en continu, alors que l'aire urbaine, vous avez les communes périurbaines qui sont prises en compte. Ces communes périurbaines sont des petits villages ou des villages qui ne touchent pas le reste de l'agglomération, mais par contre, vous avez 40% des habitants qui vont travailler à l'intérieur donc du pôle urbain, c'est-à-dire de l'unité urbaine en fait. Voilà, donc pour ces petites mises au point. Par rapport à ça, donc on va regarder les aires urbaines. Hein, c'est en général ce qui est observé. Donc vous observez qu'entre Paris et Lyon, vous avez 10 millions d'habitants d'écart, c'est énorme, avec vraiment une inégalité très forte entre l'aire urbaine parisienne et la deuxième aire urbaine française, à savoir Lyon. Et donc, malgré le fait que vous ayez une petite région, hein, la région Île-de-France, elle fait partie des plus petites régions françaises, en dehors des départements d'outre-mer. Donc, vous avez malgré tout une région qui est particulièrement peuplée, hein, puisqu'on est à 12,2 millions d'habitants en Île-de-France. Là, comme les régions sont un peu plus grandes pour le reste, comme Auvergne-Rhône-Alpes ou les Hauts-de-France, on a des écarts qui sont un peu moins grands, mais quand même, l'Île-de-France reste largement la première région en termes de population dans notre pays. Voilà donc pour la question 1. Question 2. Comment évoluent les surfaces urbanisées entre 1950 et 2018? Formuler des hypothèses pour expliquer cette évolution. Alors, par rapport à l'évolution des surfaces urbanisées sur le document 2, vous devez observer donc les surfaces urbanisées en 1950 et ensuite les surfaces urbanisées en 2018. Sous-entendu, ce qui va nous intéresser ici, ça va être le figuré rouge et voir que on a donc une augmentation des zones, des superficies qui sont construites entre 1950 et 2018. Une augmentation qui est quand même relativement importante. Bon, ça, on ne va pas pouvoir la chiffrer ici, ça serait trop compliqué. Mais néanmoins, on voit vraiment des zones rouges qui se sont particulièrement étendues en périphérie de l'agglomération. D'accord? Alors, pour les explications, c'est assez simple. Hein. Si vous avez des nouveaux logements, c'est parce que vous avez des personnes qui veulent habiter à l'intérieur. Et donc, pendant cette période 1950 jusqu'à nos jours, vous avez une croissance de la population, une croissance démographique. Et de ce fait-là, donc, les gens ont eu besoin de logements et on a construit. Vous avez également un autre phénomène qui va rentrer en ligne de compte, c'est qu'à partir de 1950, les Français vont s'équiper d'automobiles et donc ils vont pouvoir accéder à leur logement et au travail grâce à ce moyen de locomotion et ça permet de pouvoir faire construire plus loin. Donc les surfaces urbanisées de ce fait-là s'étendent davantage. Voilà pour la question 2. Question 3. Décrivez les mobilités dans l'agglomération, documents 3, 4 et 5. Le document 3 est peut-être le plus intéressant pour pouvoir les décrire puisque vous observez un petit schéma qui vous montre les déplacements et tout motif confondu à l'intérieur donc de la grande, petite et couronne parisienne et de Paris. D'accord? Donc vous avez en gros la région Île-de-France qui vous est c'est pas en gros, vous avez la région Île-de-France qui vous est représentée ici avec les 3 départements de la petite couronne et ensuite les départements de la grande couronne, à savoir Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines et Val d'Oise. Paris étant représenté avec le bleu le plus foncé.
On vous met des flèches et les chiffres vous sont indiqués directement par l'épaisseur des flèches en légende, hein, donc des chiffres assez précis. On vous explique notamment que les principaux déplacements ont lieu entre, entre Paris et sa périphérie, hein, notamment entre Paris et la Petite Couronne, puisque là, vous observez qu'en milliers, on est à 14 590 milliers, donc 14 millions de personnes qui vont habiter en proche banlieue et qui vont ensuite aller travailler à Paris. Vous observez que globalement très peu de personnes vont de Paris jusqu'à la banlieue la plus éloignée, tout simplement parce que ça prendrait trop de temps pour le faire. Donc voilà, ces personnes qui sont en périphérie, par contre, vont aller éventuellement travailler dans la Petite Couronne. Parce que tout simplement ce sera moins loin et parce que aussi en Haute-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, vous avez aussi des emplois. Voilà donc pour les déplacements entre les zones. Vous observez que vous avez également des déplacements à l'intérieur même des zones pour pouvoir aller travailler, tout simplement parce que les gens n'habitent pas à l'endroit où ils travaillent forcément, ne sont pas forcément dans le même arrondissement si vous êtes sur Paris ou dans la même commune si vous êtes dans la petite ou la grande couronne. Donc là encore, vous avez des déplacements domicile-travail qui ont lieu. Par exemple, là où vous en avez le plus, et c'est assez logique, c'est en périphérie, on va utiliser la voiture, et vous avez donc 14 millions de déplacements domicile-travail en 2010 qui vous sont représentés ici sur ce schéma. Voilà donc pour les différents types de déplacements, il fallait reprendre l'analyse de la légende comme je viens de le faire ici. Pour le document 4, donc on vous parle de la mobilité des lycéens en marge de l'agglomération et on observe notamment donc que les espaces périurbains, c'est-à-dire les zones qui sont en périphérie de la ville, les zones qui en fait ont une configuration rurale, mais on l'a vu tout à l'heure dans le premier document, vous avez 40% de leurs habitants qui vont travailler à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du pôle urbain. Donc ces espaces périurbains, parfois, ne sont pas forcément bien reliés au reste de l'agglomération. Donc vous allez avoir des transports en commun, mais simplement le matin, le soir, pour pouvoir faire en sorte de ramener les enfants à l'école, les lycéens à l'école. Et vous avez des lignes de bus qui sont relativement faibles, donc ça pose un problème. Et de ce fait, les gens sont obligés de s'équiper, de véhicules pour pouvoir se déplacer. Donc c'est ce qui peut faire la différence entre les déplacements des espaces périurbains de la Grande Couronne et les espaces qui sont urbanisés de la Petite Couronne avec Paris, où là vous avez des réseaux de RER, de métro, de bus, etc. Dernier document qu'on vous demande d'utiliser pour les mobilités, c'est le document 5. Donc vous êtes ici dans la Petite Couronne, puisque le quartier de la Défense est situé dans le département des Hauts-de-Seine, qui est le département le plus riche de la France. Donc ça, tout simplement, vous passez le périph' et puis vous arrivez ensuite dans la continuité de l'Arc de Triomphe, qu'on voit vraiment tout arrière-plan ici sur cette photographie, dans le quartier de la Défense, et c'est là où vous allez avoir les principaux sièges sociaux des grandes entreprises françaises. Et donc vous avez un quartier qui compte 20 000 habitants, mais qui surtout va attirer 180 000 personnes qui vont venir de toute l'agglomération, et parfois au-delà pour venir travailler chaque jour. Donc vous avez un pôle économique important, et ça, c'est un exemple qu'on peut utiliser pour pouvoir justifier les déplacements domicile-travail que on a pu voir notamment dans le schéma de dessus. Voilà donc pour le document 3. Document 4. À quelles difficultés les jeunes habitants dans les espaces périurbains sont-ils confrontés? Je vous l'ai dit dans la question juste avant, et d'ailleurs à la limite, le document 4 n'était pas très utile pour les mobilités, mais bon. Donc pour la question 3, on a dit que les mobilités étaient plus difficiles. Ici, donc les difficultés, c'est ça, c'est qu'il faut avoir une automobile dans la mesure où les transports en commun ne sont pas développés. Donc pour les jeunes, les transports en commun, ça va être surtout des transports scolaires, et vous allez avoir peu d'autres moyens de vous déplacer. Ce qui est vrai pour l'agglomération parisienne, et tout autant pour Béthune. Si vous habitez dans la zone périurbaine de Béthune, vous avez les bus pour venir au lycée. Et par contre, pendant la journée, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà donc pour l'aspect Île-de-France. On nous dit de changer d'échelle pour la question 5, et on vous demande où se situent les espaces qui gagnent des habitants à l'échelle nationale, en allant voir à la page 386. Vous avez une carte qui vous montre donc les différentes régions et les plus fortes croissances, donc vous allez les retrouver sur les littoraux méditerranéens 1
et les littoraux atlantiques, donc dans le sud et dans l'ouest de la France. C'est ce qu'on va appeler la Sunbelt française. La Sunbelt, ça veut dire ceinture du soleil. Donc c'est des régions qui ont un cadre de vie plus agréable, et de ce fait-là, les gens vont chercher à aller s'y installer. Les gens, mais également les entreprises, puisque vous allez avoir les entreprises de haute technologie, vous pouvez penser à Airbus à Toulouse, qui vont aller s'implanter également sur zone où l'électronique, l'informatique par exemple, à Sophia Antipolis, à côté de Nice. Voilà. Donc vous allez avoir des zones qui vont être particulièrement attractives pour les nouvelles activités, et donc vous avez des gens qui vont habiter sur place parce que tout simplement les conditions de vie sont meilleures, et parfois l'emploi l'est également. Voilà. Ensuite, du national à l'européen, quelles sont les autres agglomérations qui ont un poids similaire à l'échelle européenne? Alors, comme on vous l'a dit dans l'introduction, à l'heure actuelle, dans le cadre de l'Union européenne, si Londres quitte, il n'y aura plus que Paris comme mégapole, mais pour l'instant, donc la seule ville qui a vraiment une configuration similaire à celle de Paris, c'est Londres, puisque vous avez approximativement le même nombre d'habitants. Je n'ai pas été revoir précisément le nombre d'habitants à Londres, éventuellement aller jeter un petit coup d'œil vite fait. Mais donc vous avez ces deux capitales qui ont les mêmes configurations et qui sont d'ailleurs des villes rivales au sein de l'Union européenne. Le fait que vous ayez le Brexit, donc ça va arranger les affaires de Paris. Attention, la configuration des villes allemandes est différente puisque vous avez en Allemagne un État fédéral. Vous n'avez jamais eu une centralisation comme ça a été le cas en France avec la monarchie. Et donc vous avez des villes qui sont importantes un peu partout en Allemagne. Mais vous avez quand même des agglomérations qui vont concentrer plus d'habitants. Ça va être le cas de la Ruhr, qui est une agglomération industrielle qui est située à l'ouest du pays. C'est en gros le bassin minier allemand, mais qui est une zone économique aujourd'hui qui est importante et qui est dynamique. Le cœur économique de l'Allemagne reste malgré tout le sud, avec le Bade-Wurtemberg et la Bavière. On peut prendre l'exemple de la ville de Francfort, où la Banque centrale européenne est située. Mais par contre, en termes d'habitants, on est très très loin du poids démographique de Paris. Voilà pour la question 6. On tourne la page. Et nous allons changer d'échelle, puisque on va zoomer un petit peu et essayer de voir donc quelles sont les poches de pauvreté et les poches de richesse à l'intérieur de l'agglomération. Après avoir décrit la démographie, donc on va s'intéresser davantage au social et voir à quel endroit sont situés les quartiers les plus riches ou les communes les plus riches et les quartiers les plus pauvres ou les communes les plus pauvres. Question 7. Quels sont les espaces aux plus forts revenus ou aux plus faibles revenus en Île-de-France? Et on vous demande de regarder pour cela le document 6. On vous montre une carte où vous avez donc la région dans son ensemble et un petit encart pour pouvoir zoomer sur Paris et la petite couronne. Vous observez que les zones les plus riches donc, vont être représentées en rouge. Lorsque vous êtes sur la région Île-de-France, vous observez que ces zones rouges sont plutôt situées dans l'ouest de la région, à savoir dans le département des Yvelines, dans le département des Hauts-de-Seine. Pour Paris, on ne le voit pas suffisamment. Mais par contre, quand vous allez dans le petit encart, vous observez que les agglomérations de l'ouest parisien sont également plus riches. D'accord ? Voilà donc pour l'aspect espace à fort revenu. Pour les espaces à faible revenu, ben là c'est l'inverse, vous allez devoir regarder le jaune. Et les espaces à faible revenu, vous allez plutôt les trouver dans alors soit vraiment en très grande périphérie, par exemple en Seine-et-Marne, vous avez des communes qui ne sont en fait plus en contact avec le dynamisme parisien, des communes rurales où il n'y a pas vraiment d'activité, et donc de ce fait-là, les gens ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, mais par contre vous allez aussi avoir des départements de la petite couronne, comme la Seine-Saint-Denis, qui vont concentrer la pauvreté à l'échelle de l'agglomération, ou certaines communes du Val-de-Marne par exemple. Bon, vous avez là des départements qui concentrent les cités de grands ensembles, les banlieues en fait, dans lesquelles les populations les plus modestes ont été logées à partir des années 60-70, et dans lesquelles aujourd'hui vous avez encore une forte concentration de la pauvreté parce que les classes moyennes ont quitté ces quartiers. Voilà, donc à retenir de ce fait-là pour la répartition, vous avez historiquement des quartiers riches qui sont plutôt situés à l'ouest de la ville de Paris, tout simplement parce que quand Paris s'est développé au niveau industriel, les usines étaient situées à un certain endroit et les populations bourgeoises se mettaient automatiquement à l'ouest de ces usines. Alors je vous laisse 3 secondes pour essayer de deviner pourquoi. Je vais demander à mon fils en même temps s'il m'a écouté. Alors pourquoi les populations riches se mettaient-elles à l'ouest des usines? Bon, il n'a pas trouvé la réponse, il s'est sauvé, il fait le timide, mais je n'aurais pas dit de parler dans la vidéo de toute façon.
Donc c'est tout simplement parce que en France, vous avez, quand vous regardez la météo, les perturbations qui arrivent par l'ouest, et les vents dominants sont des vents d'ouest, sud-ouest. Donc quand vous êtes à côté d'une usine, si vous êtes à l'ouest de l'usine, vous n'avez pas les fumées qui arrivent chez vous. Par contre, si vous êtes à l'est, vous récupérez toutes les fumées. C'est pour ça que vous allez avoir de ce fait-là les quartiers riches qui vont être situés plutôt à l'ouest de la capitale. En tout cas, à partir du moment où vous allez avoir l'industrialisation. Et puis aussi la croissance à l'époque du baron Haussmann sous le Second Empire dans la deuxième partie du 19e siècle. Voilà donc pour les quartiers parisiens, et dans la foulée, vous allez avoir ce même modèle. Alors ça n'a plus rien à voir avec l'industrie, mais en général, quand vous avez une poche de richesse à un endroit, ça va attirer des populations qui elles-mêmes ont suffisamment d'argent pour pouvoir acheter à cet endroit, et donc ça va s'étaler comme de cette manière. Donc si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour aller habiter là où les populations aisées veulent aller habiter, vous allez ailleurs. Voilà, c'est le marché immobilier, c'est comme ça que ça se passe. À l'inverse, les zones qui sont les moins demandées, là où vous avez déjà des concentrations de population pauvre, on peut penser au 18e, 19e arrondissement, et ensuite la banlieue nord, vous avez là une concentration des populations les plus pauvres. Voilà pour la question 7. Question 8. Comparez la proportion de cadres et d'ouvriers en 1968 et en 2015. Qu'en concluez-vous sur l'évolution de la commune? On vous demande d'observer le document 7. On vous parle de gentrification à Montreuil. La commune de Montreuil, vous observez en dessous du petit graphique, se situe en Seine-Saint-Denis. Elle est limitrophe à Paris, la ville à laquelle elle est reliée par le métro. Donc vous avez une ville qui est située en petite couronne, juste de l'autre côté du périph', et qui est une ville au départ qui est plutôt industrielle, puisque vous observez qu'en 1968, les ouvriers représentaient quasiment la moitié de la population de la commune, et les employés professions intermédiaires, l'autre moitié. Vous aviez en fait une proportion de cadres qui était vraiment très très faible. En 2015, vous observez que les cadres représentent un quart de la population de Montreuil, tout simplement parce que comme la ville est bien située, vous avez des opérations immobilières qui sont mises en place, soit on détruit les logements des ouvriers et on reconstruit des immeubles d'habitation qui, tout simplement dans lesquels les logements vont être beaucoup plus chers, donc ce sont les cadres qui vont s'y installer, ou vous avez des cadres qui rachètent des anciens logements et qui les rénovent, qui peuvent éventuellement en faire des lofts. En tous les cas, vous avez de ce fait-là donc un processus d'étalement des quartiers plus bourgeois qui sont situés à l'intérieur de la ville de Paris. On peut parler d'embourgeoisement en fait de certaines zones urbaines. Le terme anglais, c'est la gentrification, et c'est pour ça qu'on parle de gentrification à Montreuil dans le titre du document 7. Donc c'est tout simplement, sur certaines zones, vous allez avoir des populations plus riches qui vont racheter les logements qui étaient au départ occupés par des populations plus pauvres. Vous êtes dans une famille ouvrière, vos grands-parents décèdent, vous voulez vendre la maison, automatiquement vous la vendez au meilleur prix. Si votre maison ouvrière est située dans un quartier qui est situé à proximité d'une zone d'activité dynamique, à côté d'une bouche de métro qui ramène à 5 minutes du centre de Paris, ça fait prendre de la valeur à la maison, et puis vous essayez de la vendre le plus cher possible. Et donc il n'y a que des cadres qui peuvent l'acheter. Voilà donc pour l'évolution de la proportion de cadres dans la commune de Montreuil. Question 9. Qui fréquentait traditionnellement les bains-douches gratuits parisiens? Qui les fréquente aujourd'hui? Document 8. On vous explique donc pour les bains-douches alors attendez, j'ai mis une réponse moi-même assez rapide, mais j'aimerais quand même revoir la date. Ils disent au fil du temps, donc en fait il n'y a pas spécialement de date. Donc bon, on peut imaginer qu'autrefois donc c'était les ouvriers, les familles nombreuses, les petits retraités qui constituaient le gros de la clientèle. Le problème c'est qu'on ne sait pas quand. Mais aujourd'hui donc on a des personnes qui sont beaucoup plus précaires, notamment des sans-abri. Donc vous avez des bains-douches qui aujourd'hui servent en fait aux populations de SDF pour pouvoir tout simplement accéder à un minimum d'hygiène. Mais parfois vous avez aussi donc des populations plus modestes qui peuvent venir pour rompre leur solitude ou éventuellement donc économiser quelques mètres cubes d'eau. On peut reciter les passages du document. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas d'année ici particulière, à part le fait que on vous explique qu'ils ont été rénovés en 2008. Voilà pour la question 9. Question 10, bilan. Montrer en quoi le changement d'échelle est important pour saisir les inégalités en Île-de-France. Alors, on peut voir que de façon globale, donc l'Île-de-France est la région la plus riche du pays, mais qu'en fait, lorsqu'on change d'échelle et qu'on va s'intéresser notamment aux départements de la grande et de la petite couronne, on peut trouver des zones où vous allez avoir
avoir des populations plus riches et des populations plus pauvres. Et on peut reparler donc de la division entre l'ouest parisien et l'est parisien. Donc en gros des populations plus riches à l'ouest et des populations plus pauvres au nord et à l'est. Vous pouvez reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui s'explique notamment avec les installations industrielles dans Paris et le fait que les bourgeois s'installent plutôt à l'ouest, et ensuite expliquer le processus de diffusion avec par exemple les sièges sociaux qui vont s'installer à la Défense, donc dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, pour les populations les plus riches. Vous avez également des universités importantes, hein, et des centres de recherche importants dans le département des Yvelines, hein, ce qu'on appelle Paris-Saclay. Voilà, donc tout le plateau de Saclay, en fait, vous allez avoir donc des centres de recherche de Renault, par exemple, Renault-Guyancourt, qui est présent sur place. Donc des activités de pointe qui vont plutôt être situées à l'ouest. À l'inverse, vous allez avoir des activités plus industrielles, logistiques, que vous allez retrouver plutôt dans la partie nord-est. Voilà. Donc ce changement d'échelle est important à l'intérieur même de la région. Vous pouvez encore zoomer et vous intéresser à une commune et vous observez que par exemple dans la commune de Montreuil vous avez des inégalités fortes puisque vous avez une commune qui sent bourgeoise, mais vous avez quand même encore on va dire un petit quart, hein, de la population de Montreuil qui est une population d'origine ouvrière et donc qui n'a pas forcément beaucoup d'argent en comparant avec les cadres qui s'installent dans la commune aujourd'hui. Donc là aussi, c'est important de changer d'échelle pour voir les choses. Donc entre l'échelle nationale où vous avez l'Île-de-France qui concentre la richesse, ensuite l'échelle régionale où vous allez avoir certains départements ou certains arrondissements de Paris qui vont concentrer la richesse, ou si vous arrivez à l'échelle d'une commune et vous avez certains quartiers qui vont concentrer la richesse, on voit que donc c'est important de pouvoir regarder les choses dans le détail et c'est le changement d'échelle qui permet de le faire. Voilà pour la question 10. Question 11 du local au national. Montrer que la région parisienne est l'une des plus inégalitaires en France. Et on vous demande de regarder la page 387. Donc la région Île-de-France est la plus inégalitaire. Ça va aller très vite, hein, dans la mesure où vous allez avoir les quartiers de sièges sociaux et les arrondissements parisiens les plus riches, notamment dans l'ouest parisien, les sièges sociaux avec Paris La Défense, et à l'inverse, vous allez avoir des banlieues où vont se concentrer les populations qui sont les plus pauvres, dans certaines cités qui vont concentrer des populations étrangères, par exemple, qui sont arrivées à des dates les plus récentes, donc soit légales ou soit illégales, hein, avec par exemple certaines zones de banlieue où les immeubles en fait n'appartiennent pas à des propriétaires publics mais à des propriétaires privés, et ça tombe complètement en déliquescence, mais pour autant les propriétaires privés continuent à louer le logement quand même et ils trouvent des locataires parce que le marché du logement est tellement difficile sur Paris qu'ils arrivent à trouver des familles pauvres qui sont quand même prêtes à mettre 300-400 euros pour vivre dans quelques mètres carrés. Voilà. Donc vous pouvez avoir également une forte concentration de la pauvreté dans ce type de quartier. Donc une région particulièrement inégalitaire par rapport à ça. Voilà donc pour la question 11. Je pense qu'on en a terminé par rapport à ça. Je vous referai une petite vidéo pour le croquis de la page 381. Merci.